Je suis pas un expert en géopolitique, mais ça prend pas un diplôme universitaire en ce moment pour se rendre compte que ça brasse pas mal. Mais pas mal dans le monde actuellement. Pour pas dire que ça brasse beaucoup finalement. Je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui brassent, beaucoup de choses qui bougent dans le reste du monde. J'ai l'impression que certains pays, en tout cas du moins certaines populations, certaines communautés sont un peu en train de se démocratiser, comme on dirait. J'ai fortement l'impression que certains citoyens, que certains groupes de citoyens un peu partout dans le monde entier seraient en train de se révolter contre la répression et contre la dictature de systèmes autoritaires et populaires dans notre société. J'ai l'impression qu'il y aurait une forme de soulèvement populaire du point de vue de la démocratisation de nos consciences et de nos libertés, du point de vue des individus dans certaines sociétés victimes de régimes, de gros régimes répressifs. Donc aujourd'hui à Québecwood, on va rentrer dans une discussion philosophique en direct de ce podcast, le sens critique, qui parle de sujets autant politiquement corrects. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe un peu dans le monde. Vous savez, quand on regarde ce qui se passe dans le reste du monde, on se console, puis on se dit qu'on est chanceux au Canada. On a un pays avec une grosse liberté. On a une belle liberté individuelle et collective, autant qu'une liberté de presse et d'expression. Et c'est là qu'on réalise c'est quoi qui fait la différence entre nous autres et le reste du monde. Donc, le Canada. Bienvenue au Canada, pays de la liberté, pays fier de la liberté individuelle et collective, ce qui n'est pas le cas partout dans le reste du monde actuellement. Quand on regarde ce qui se passe en Iran, ça brasse. Ça brasse beaucoup au niveau des droits des femmes. Et on dirait que c'est triste, c'est plate. Ça fait énormément de victimes. Là. On parle de centaines de manifestants qui ont été tués froidement, gratuitement. On parle d'un bain de sang. On parle de gens qui ont manifesté pour le droit des femmes, qui se sont fait tuer par un gouvernement répressif pour avoir défendu la femme. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'une jeune femme qui portait pas correctement son voile, qui est décédée. Elle est morte pendant une arrestation policière, puis là on prétend que finalement elle était malade, que le cancer, la tumeur, le bobo qu'elle a eu quand elle avait 8 ans, ça l'a tué des années plus tard pendant une arrestation d'une force autoritaire et policière qui lui obligeait de porter un voile d'une certaine façon. Puis ce qu'on apprend, c'est que finalement c'était comme une touriste, là, elle visitait l'endroit, puis elle portait son voile d'une façon, comment je pourrais dire, qui était plus épique, qui était cliché, là. Elle portait un peu comme une vedette de cinéma à la Marilyn Monroe. Elle portait son voile comme Marilyn Monroe, puis ça a déplu aux policiers, aux polices des mowers. Parce que, rappelez-vous, il y a comme une police de la pensée en Iran qui contrôle tout le monde, là, et la vie, et comment je pourrais dire, les choix de vie individuels des personnes. Y compris le code vestimentaire des femmes. Donc, les femmes ont comme pas le droit de porter des couleurs, puis sont obligées de porter le voile d'une certaine façon. Donc, cette jeune femme est décédée. Et la vérité, c'est que c'est même pas important qu'elle soit décédée ou pas, parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est pas que c'est pas important qu'elle soit décédée ou pas, là, c'est très grave qu'elle soit décédée. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le gouvernement de l'Iran essaye de se justifier en disant que c'est pas eux autres qui l'ont tué. Mais que la police soit responsable ou pas qu'ils aient tué cette femme-là, on se doute très bien que c'est eux qui l'ont tuée, là, qu'elle a sûrement reçu un coup sur la tête, que son arrestation a dû être musclée et qu'elle est décédée suite à ça, puis qu'on trouve un prétexte, on trouve une raison, une défaite, comme on dit. Mais même si ce serait pas ça qui l'aurait tuée, mettons que cette jeune femme est juste le symbole d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je veux dire,
Si ça n'aurait pas été elle, ça aurait été probablement une autre femme, ça aurait été probablement quelqu'un d'autre pour un autre prétexte complètement, je dirais, exagéré, qui est un peu injuste, un prétexte qui est absurde, on va dire. Tu sais, je veux dire, ce qui arrive, c'est que la population en Iran s'est réveillée. Elle est tout simplement tannée. Tannée du symbole de l'oppression, qu'on oppresse les femmes, qu'on fasse ça devant les hommes, qu'on leur montre un symbole d'abus de pouvoir, de comment qu'on peut contrôler un individu, une partie de la population, en imposant des choix sur leur choix de vie, un contrôle sur leur choix vestimentaire et en engageant des processus d'oppression dans nos systèmes politiques en conséquence de ça, qui finit par porter atteinte à la personne, à leurs droits, puis à leur santé physique et psychologique, là. Je veux dire, c'est pas mêlant. On est rendu à 4 semaines de manifestations en Iran et ça n'arrête pas. Là, c'est des étudiants, c'est des travailleurs qui sont en grève. Ils sont en train d'affronter les forces de l'ordre. C'est des jeunes qui s'opposent à un vieux système conservateur de politique religieuse, théocratique. Puis là, ben, les femmes, ils retirent toutes leurs voiles. Une par une, ils sont choqués, sont en train de scander des slogans dans les rues de l'Iran, même si ça implique de mettre leur vie en jeu. Donc, tout ça pour protester face au décès tragique d'une jeune femme iranienne de 22 ans le 16 septembre à l'hôpital, 3 jours après son arrestation, à Téhéran, par la police des Mohawks pour une infraction au code vestimentaire strict de la récit pour les femmes voyant notamment lors du voile obligatoire dans le code vestimentaire. Puis là, ben, ça fait déjà des centaines de manifestants, des centaines de victimes par rapport à cette situation qui est en train de complètement dégénérer là, dans les rues en Iran. Là, je veux dire, les rues sont pleines de monde en colère. Puis plus on tire sur les manifestants, plus on utilise la répression, plus les gens semblent encore plus en colère. Donc c'est à se demander pourquoi qu'on paye des diplomates, des ambassades, puis qu'on a un ministère des Affaires internationales au Canada, si c'est pour si mal s'occuper des crises internationales. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau mettre des sanctions, déclarer des sanctions contre les hauts dirigeants en Iran. Encore là, c'est des sanctions qui ne touchent pas encore la police des Mohawks. Cette police qui poursuit des femmes qui ne mettent pas adéquatement leur voile jusqu'à causer leur mort dans des circonstances assez nébuleuses, assez sinueuses. Donc, réellement, est-ce que les mesures du Canada de ce côté-là et sa réaction à l'international sont suffisantes? Ou est-ce qu'on est allé avec le dos de la cuillère, le petit dos de la petite cuillère plutôt? Je vais laisser les auditeurs puis les gens qui sont des critiques, des journalistes et des experts en géopolitique et des politicologues juger la chose. On va juste en discuter et se faire un esprit et un sens critique aujourd'hui parce que c'est quand même spécial. Comme ce qui se passe en Russie et en Ukraine actuellement, j'ai l'impression qu'on ne réalise pas à quel point que les populations du monde et les gens vulnérables dans le monde, sur la Terre, dans les sociétés de la Terre, j'ai l'impression que les peuples de la Terre, qu'il y a du monde qui essaye de nous parler, de nous communiquer des messages, de nous parler à leur façon et qu'on n'a pas l'oreille attentive, on tend pas l'oreille au Canada, on n'écoute pas ce qui se passe. Le reste du monde nous crie, le reste du monde nous hurle, ça chauffe, ça brûle, ça fait mal, ça va pas bien ailleurs dans le monde. Il y a des régimes autoritaires et dictaturales et des gens qui sont prêts à tout pour s'en sortir et même à nous passer les messages les plus percutants. Donc, on va parler de ce pont. Le pont de Crimée. Donc, pour continuer dans le contexte de répression, de crise sociale, on va parler de ce pont. Ce pont qui est un peu finalement le pont de l'oppression. Il représente un peu le pont de la dictature. Donc, c'est le pont de Crimée. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi finalement le pont de Crimée,
Ben, c'est une infrastructure que Vladimir Poutine a fait construire directement sur le détroit de la Crimée, qui est un territoire plus ou moins ukrainien ou russe, on ne sait plus trop, on est assez divisé sur la chose. Donc, Vladimir Poutine aurait fait construire ce pont hyper controversé qu'on critiquait à l'époque de construire pour relier la Russie continentale à la Crimée, en Ukraine, dans le but éventuel de financer et de créer un lien à son évasion. Donc, c'est un pont de 19 km de long, qui a été inauguré en 2018 par Vladimir Poutine lui-même, qui a été le premier à faire le lien. Le lien reliant la ville de Kertch et la péninsule russe de Taman, qui avait été franchi en 16 minutes par le cortège mené justement par le président russe. Donc, c'est un pont qui a coûté extrêmement cher, mais ça dérange pas ben le gouvernement parce que ça a été supervisé par une société détenue par un milliardaire russe, un ami de Vladimir Poutine. Donc, même si c'est un projet de 4 milliards, quasiment, ben, ça s'est fait vite, là. Pas eu trop de problèmes. Donc, ce pont est largement critiqué, comme je dis, par la communauté internationale. Il y a beaucoup de pays comme les États-Unis et les pays occidentaux qui avaient condamné ce chantier, qui visait à consolider l'annexion illégale d'un territoire qui fait partie de l'Ukraine. À l'époque, on avait pas mal entrevu ce qui s'en venait aujourd'hui. Puis, ce qui est assez particulier, dans le fond, avec ce pont-là, c'est que c'est un pont ultra protégé. Il est très, très, très protégé. Il y a réellement des processus de sécurité qui vérifient la présence d'explosifs dans les embarcations. L'infrastructure était protégée selon la propagande russe par 20 différentes modes de protection. Il y a des détecteurs de métal. On inspecte tout l'ensemble du camion. Il y a des salles d'inspection. C'est réellement hautement sécurisé. Donc, malgré tout ça, il y a un camion qui a explosé sur le pont qui a été bâti sur la Crimée,